Séoul, Iksan-dong, quartier touristique connu pour ses restaurants. Dans cette petite maison traditionnelle, Ricky accueille chaque semaine des visiteurs venus du monde entier. Avec le succès mondial de la cuisine coréenne, ce chef et son associé ont ouvert il y a une dizaine de mois un atelier pour apprendre à cuisiner des plats du pays. Ce jour-là, autour du plan de travail, des participants venus de France, du Japon et de Hong Kong. Au menu, des pâtes jaunes, une galette de légumes frits et du hele galbi, ces travers de bœuf marinés que l'on mange lors des grandes occasions. Selon Ricky, ce sont les films et les séries qui ont aiguisé les babines de tous ces visiteurs étrangers qui veulent apprendre l'art et la manière de préparer ces mets sophistiqués. Pour moi, la cuisine est une excellente façon de découvrir une culture. Elle raconte une histoire, elle porte une mémoire, une identité. La cuisine coréenne a aussi une particularité unique, les accompagnements. Il y en a beaucoup, ce qui permet de goûter un peu de tout. Même avec un seul plat, on goûte une grande variété de saveurs. Christian, un touriste français, est venu participer à la classe. Il souhaite repartir avec un savoir-faire, mais aussi une expérience. Ce que j'aime dans la cuisine coréenne, c'est le partage de différents plats avec différentes personnes. C'est un échange à la fois humain et culturel. Pour Rika, venue du Japon, ce sont les contrastes de saveurs qui l'ont séduite. J'adore le côté épicé de la cuisine coréenne, ce qu'on n'a pas vraiment au Japon. Et aussi, cette touche de douceur. C'est une combinaison qui déclenche mon appétit. Mais le rayonnement culturel du pays du matin calme ne se joue pas seulement dans l'assiette. Les grandes marques internationales s'arrachent les stars de K-pop et les célébrités sud-coréennes pour promouvoir leurs produits. Des heures et des heures de vidéos. Seulement, pour créer autant de contenu, il faut du temps. Et les agendas de ces personnalités sont souvent surchargés. C'est ici que la Corée innove. Et c'est la mission de cette entreprise. Ici, des personnalités sud-coréennes bien réelles prennent une nouvelle forme, recréées en images et en vidéos générées par l'intelligence artificielle au service du marketing. Objectif, réduire les coûts et accélérer la production. Avant l'intelligence artificielle, il fallait des semaines, voire des mois. Aujourd'hui, il suffit de quelques jours, voire quelques heures. Jang-Hyuk, francophone, en est le fondateur. On peut en ce moment réaliser, préparer l'objet, donc objet budget qui soit publicitaire, en moins d'à peu près 10 jours au max, en général à peu près 5 jours, c'est-à-dire à partir du moment recherche de la célébrité jusqu'à l'image pour la publicité prête, ça ne prend que 5 jours aujourd'hui. Donc c'est hyper rapide par rapport à la méthode traditionnelle. La plateforme rassemble en ce moment une 60aine de célébrités qui ont accepté de créer leur avatar. Les tarifs varient bien sûr selon la notoriété. Même il y a des acteurs, actrices, musiciens qui ne sont pas très célèbres, qui sont d'accord pour utiliser leurs droits de portrait à partir de 1 000 € par mois. Mais il y a certaines qui demandent 100 000 € par mois. Cette technologie a séduit Yuk Jun-jo, acteur de films et de drama. Ce jour-là, il vient découvrir son double numérique. 네. 오. 우와. 아, 뭐야. 우선은 굉장히 낯설었던 것 같아요. Au début, c'était très étrange. Ce sont des images que je n'ai jamais réellement tournées, mais c'était bien mon visage. Le voir à l'écran comme ça, c'était une expérience très particulière. Cette recherche de la perfection existe aussi dans l'industrie de la K-pop. Une industrie à l'affût des nouvelles technologies pour innover en permanence.
Une salle comble de 15 000 spectateurs. Des billets vendus en quelques minutes. Sur scène, 5 artistes. Chorégraphie millimétrée, voix parfaitement calée. À un détail près, Plave est un boys band entièrement virtuel. Depuis leur lancement en 2023, le groupe cumule plus de 540 millions de vues sur YouTube et remplit des salles dans toute l'Asie. 봉주, 눈썹, 플레이! Derrière cette perfection visuelle et sonore, il y a pourtant des humains, des ingénieurs, des créatifs et une entreprise qui orchestre chaque détail. À Séoul, les coulisses de Plave se trouvent dans ses bureaux. Dans le processus de production, 2 éléments ont été essentiels. Le premier a été de donner vie à des personnages inspirés des webtoons coréens. Nous avons développé une technologie propre à Plave pour préserver l'identité de chaque personnage tout en leur donnant un rendu vivant. Quand on compare nos débuts par rapport à aujourd'hui, la différence de qualité est évidente. Le second enjeu était d'obtenir des mouvements réalistes tout en évitant l'effet artificiel qui peut mettre le public mal à l'aise. Plave n'est pas une intelligence artificielle autonome. Ses avatars sont animés grâce à des technologies de capture de mouvement opérées par des humains, ce qui donne aux performances un réalisme proche de celui d'artistes vivants. La Corée du Sud est l'un des pays les plus connectés au monde et enclin à l'innovation. Mais est-ce que cela suffit à expliquer la renommée de la K-culture ? Pour Sung Chol-yu, professeur à l'université pour femmes de Ewha, le succès de la K-culture s'inscrit dans une histoire longue, marquée par les conflits et les transformations sociales qui a façonné une société tournée vers le défi et la créativité. Ce qui explique avant tout le succès de la K-pop, des K-dramas, de la K-food et de la K-culture, c'est sa capacité à transformer des sensibilités très locales, des émotions profondément coréennes en un langage universel. Des récits capables de toucher des émotions humaines partagées partout dans le monde. Des œuvres comme Squid Game ou Parasite abordent par exemple des thèmes universels, les inégalités sociales, les conflits socioculturels ou encore le déclassement de la classe moyenne. Ces sujets parlent à tout le monde, mais ils sont racontés à travers une sensibilité coréenne, puis transmis au monde entier. Le gouvernement a également joué un rôle structurant, en accompagnant les créateurs sans jamais diriger la création. D'ici 2030, la Corée du Sud prévoit d'investir plus de 35 milliards d'euros pour renforcer le rayonnement mondial de sa culture. De la cuisine aux écrans, des avatars numériques aux idoles virtuelles, la K-culture s'est imposée bien au-delà des frontières coréennes. Un succès international qui repose sur l'innovation, mais aussi sur des émotions universelles. Prévu pour durer, tout a été pensé sur le long terme. La vague sud-coréenne n'a pas fini de déferler sur le monde. Marie-Orange Rivet, pourquoi la culture sud-coréenne, elle parle au monde entier ? Alors, la culture en général, peut-être pas, mais la culture qui est exportée par ce soft power... La K-culture, oui, en français. K-culture, voilà. En fait, elle est vraiment formatée, comme on disait dans le reportage, à partir de valeurs universelles qui sont envoyées avec une enveloppe un peu coréanisée, si je puis dire, et qui fait mouche absolument partout, qu'on soit en Indonésie, au Mexique, en fait, en France, oui. Tout le monde se sent familier, on est familier avec ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a en fait une résonance mondiale tout à fait importante. Et Lionel Faton, est-ce que ce soft power, cette diplomatie d'influence en bon français à travers la culture, est-ce que le gouvernement joue un rôle ou pas ? Il a joué un rôle par le passé crucial, c'est qu'il a mis en place l'écosystème pour que le soft power, si vous voulez, éclose. Parce que et il l'a très bien fait, parce que le problème avec le soft power, d'un point de vue de la politique internationale, de la diplomatie, c'est que le soft power est difficilement créé, ou en tout cas n'est pas potent, quand les gens, l'audience a l'impression que l'État est derrière. C'est pour ça que typiquement ce que fait la Chine, ça ne marche pas terrible. Mais là, ils ont compris qu'en fait, l'État sud-coréen a compris qu'il fallait juste mettre les bons subsides, l'argent où il fallait, les institutions, et après laisser la société civile
s'approprier tout ça et créer un soft power. Et après, bien sûr qu'il y a des directions, hein, mais ça marche très très bien parce que ça semble naturel, mais comme l'a dit Marie-Orange, c'est bien pacté. Benjamin Joanneau, on va regarder quelques chiffres concernant cette industrie, les chiffres qui datent de 2023. On voit que les concerts, ça représente 406,5 millions de dollars, les albums 269 millions de dollars, les streamings 182 millions de dollars. Les streamings, c'est les écoutes en ligne, hein, et pour ceux qui veulent bien parler français ou québécois. La K-pop, on peut dire, elle fait recette, mais est-ce que c'est rentable ? Oui, bien sûr, c'est rentable, en particulier pour les producteurs. Peut-être parfois un petit peu moins pour les jeunes qui sont embrigadés, sauf s'ils deviennent des stars mondiales, mais bien évidemment que c'est devenu, et pas uniquement que la K-pop, hein, l'ensemble de cette K-culture qui inclut les cosmétiques désormais, la cuisine, etc., fait rentrer énormément de devises en Corée. Oui, ça n'est pas qu'une partie de plaisir que de devenir une star de K-pop. Il y a plein de suicides, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tout à fait. Énormément de scandales qui ont éclaté. Il y a des abus aussi. Des abus. Et cela a donné lieu... notamment. Sexuels. On a pu voir des reportages. Il y a aussi des fictions qui ont été créées autour de cela. Et malheureusement, on a toujours autant de jeunes gens qui voudraient vivre ce rêve. Il y a une vraie diversité quand même au sein de cette K-pop. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des messages politiques ? Est-ce qu'elle porte des messages politiques ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux rester le plus lisse possible ? Je crois qu'il faudrait dissocier la K-pop en soi du reste de la culture coréenne. Il peut y avoir, je pense, plus de messages sociétaux, voire politiques, par exemple dans les fameuses séries, les dramas coréens, qui sont plus dystopiques. On peut tout de suite penser à Squid Game. En revanche, je pense que la K-pop, à part quelques rares exemples qu'on a mis en avant, généralement les paroles sont assez lénifiantes. On va passer à la culture, à la K-food. Le rayonnement, lui aussi, il est un peu soutenu quand même de loin par les autorités sud-coréennes de la K-food. Tout à fait. Oui. Cela a été une politique qui a été mise en place en premier par le président Lee Myung-bak dans les années 2010, qui voulait créer une deuxième vague de la culture coréenne, et une vague qui serait plus large que juste les séries, les films et la musique. Et la gastronomie faisait partie de ce projet. Au début, ça a eu du mal à prendre, mais depuis quelques années, on voit qu'il y a une explosion. Il suffit de regarder en France, par exemple, le nombre de différents restaurants que l'on peut trouver un petit peu partout désormais. C'est facile de cuisiner coréen ou pas ? Pas du tout. Un petit peu, si on a les ingrédients, bien sûr. Vous vous dites pas du tout, Benjamin Joanneau ? Oui, moi je trouve pas du tout, parce que la base de la cuisine coréenne, quand on veut la vivre à plein, c'est tous ces petits plats. Et ça demande énormément de travail, énormément d'ingrédients. Et c'est aussi pour ça qu'elle disparaît en Corée. Pour faire des bons plats, il faut donner du temps. Exactement. Est-ce que justement, c'est une cuisine qui est ancrée dans le territoire, qui s'appuie beaucoup sur les produits locaux ? Totalement. Oui. Les saisons, les territoires, c'est quelque chose de très important. Oui. Ils cuisinent beaucoup, les Sud-Coréens ? Alors, les grands-mères, oui. Les jeunes générations, beaucoup moins. Ouais. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps pendant leurs études. Ensuite, quand ils travaillent, ils n'ont pas de temps. Quand ce sont les mères au foyer, elles tentent de faire quelque chose, mais en fait, très peu de temps. Donc, en fait, la fast-food est devenue extrêmement répandue en Corée du Sud. Et justement, avec des problèmes d'obésité, ils mangent plus vraiment coréen, les jeunes, c'est ça ? Tout à fait, il y a un changement. Par exemple, un des plats qui maintenant est en train de devenir représentatif de la cuisine coréenne, c'est le poulet frit, qui n'est pas originellement quelque chose de typiquement coréen. C'était le kimchi. Oui, à la base. Le chou, alors au début, on a mis en avant le bibimbap, le kimchi, des plats comme cela. Mais désormais, les jeunes vont effectivement aller vers une balbouffe. Et il y a un problème d'obésité justement croissant. Qui commence, oui. Tout à fait. Lionel Faton, la Corée séduit de plus en plus, et elle attire aussi de plus en plus de visiteurs étrangers. On va regarder justement ces chiffres du tourisme. On voit en 2000, il y avait 5 millions, un peu plus de 5 millions de touristes étrangers. Aujourd'hui, on est à plus de 20 millions. On voit que la fréquentation touristique a explosé. C'est un vrai levier de croissance, le tourisme, pour la Corée du Sud. Vous pensez qu'on peut atteindre le même niveau d'engouement, par exemple, que pour le Japon, en termes de tourisme ?
Oui, je pense. Déjà, bien sûr que c'est un levier de croissance. Ça participe, les gens dépensent, les gens font voir, mais c'est aussi un reflet de l'efficacité du soft power qu'on vient de discuter, en fait. C'est un cercle vertueux. Plus les gens vont visiter le pays, plus ils rentreront chez eux avec des souvenirs, avec des anecdotes, qui inviteront leurs amis là-bas, etc., etc. Par contre, le tourisme, et ça c'est intéressant de souligner, c'est que le tourisme est aussi une épée à double tranchant. C'est-à-dire que certains pays, dont la Chine surtout, a utilisé le tourisme pour avoir une politique coercitive contre la Corée du Sud. Et ça fait seulement 2 ans maintenant que les tours opérateurs chinois ont relancé leur activité en Corée du Sud. Donc c'est un peu à double tranchant. Ça amène de l'argent, mais ça peut aussi être utilisé par des États mal intentionnés pour mettre la pression. Ouais, Benjamin Joanneau, vous acquiescez ? Tout à fait, oui, on l'a vu effectivement avec la Chine. C'est à double tranchant, mais je crois que c'est très important aussi pour les Sud-Coréens qui, en voyant tous ces touristes qui viennent depuis une vingtaine d'années, aussi ont trouvé de manière collective une forme de confiance en eux qui peut-être leur manquait dans le passé avec un XXe siècle qui avait été très très dur au niveau bien évidemment collectif à vivre. Marie-Orange Rivet, on a parlé notamment la K-pop, qui est vraiment une musique populaire, mais on ne va quand même pas oublier que la culture coréenne en matière cinématographique, en matière littéraire. Pour rappel, le prix Nobel de littérature 2024 est coréen, ou coréenne plutôt. On se souvient aussi de la Palme d'Or qui était revenue au film Parasite. Je le dis en français, à Cannes, il a été aussi oscarisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de grand écart. Nous, ce qui apparaît au grand jour, c'est la K-pop et tout ça, mais il y a aussi cette culture coréenne, ce cinéma qui traite, lui, des vrais sujets, des problématiques de la société sud-coréenne. Alors c'est sûr que les artistes coréens trouvent les sources de leur créativité dans la réalité sociale, dans le traumatisme de cette péninsule, dans la nostalgie de la terre unifiée, dans tous les dysfonctionnements en fait de cette société coréenne. Donc en fait c'est un terreau très très riche et c'est vrai qu'il nous donne à voir des productions cinématographiques ou des dramas, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi dans la littérature, bien sûr, des choses tout à fait intéressantes. Benjamin Joanneau, c'est vrai que cette culture littéraire, cinématographique, elle est très vivante aussi. Est-ce qu'elle est soutenue, elle aussi, par l'État coréen ? Tout à fait. Comme le rappelait Lionel, cet effort des années fin 90 et 2000, au niveau législatif, financier, etc. Même le cinéma. Même pour le cinéma, même pour la littérature, pour tous les domaines, l'État a été présent pour accompagner effectivement.